Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrés à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Birambeau, je suis journaliste et traductrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de ces Allemands qui se sont donnés pour mission de rendre visibles dans l'espace public les crimes commis par leurs ancêtres. Je vais vous parler de leur engagement dans l'initiative Stolpersteine, dite des pavés de la mémoire. Je vais vous raconter comment leurs recherches permettent de redonner une identité aux victimes des crimes nazis, mais aussi comment ils aident des familles dispersées aux quatre coins du globe à se retrouver. Nous irons tout d'abord à la rencontre de la jeune bénévole Elamira devant un immeuble du quartier berlinois de Schöneberg. Puis, nous irons sur le stand d'information de l'initiative Stolpersteine pour parler avec ces Allemands qui essayent de comprendre, réparer et transmettre. J'ai commencé il y a 1 an et demi. Auparavant, je menais des actions à titre individuel. J'écrivais les biographies des personnes disparues et je les collais sur les façades des immeubles pour compléter les informations qu'on pouvait lire sur les pavés de la mémoire. Un jour, je me suis dit que je pouvais aider dans les recherches. Ils ont toujours besoin de renforts. Poser un pavé de la mémoire prend beaucoup de temps. Ça se fait en plusieurs étapes avec de nombreuses concertations. Elamira est une jeune Allemande de 29 ans. Depuis le 2020, elle s'est engagée dans l'initiative dite des pavés de la mémoire, les Stolpersteine. C'est grâce au travail de recherche de bénévoles tels qu'Elamira qu'on peut désormais savoir où vivaient les victimes du nazisme et connaître leurs noms. Un travail qui a permis de rendre palpable l'étendue des crimes nazis et de redonner une identité aux victimes. Aujourd'hui, presque 10 000 pavés de la mémoire jonchent désormais les rues de la capitale allemande. Elamira m'a donc donné rendez-vous dans une rue du quartier de Schöneberg pour me montrer la quantité de pavés posés devant les immeubles. Tout le monde peut faire une demande pour poser un pavé de la mémoire. Quand quelqu'un sait qu'une personne juive a été persécutée, assassinée sous le national-socialisme, et qu'elle connaît son nom, alors elle peut soumettre une requête aux autorités compétentes. La pose d'un pavé coûte 132 €. Il y a un bureau de coordination à la mairie de Schöneberg qui organise ensuite les recherches. À Schöneberg, il y a 2 sections principales qui s'occupent des Stolpersteine et qui mènent des recherches. Ils forment des équipes qui, avec un peu de chance, réussiront à reconstituer ce qui s'est passé avec les données dont ils disposent. Parfois, c'est une simple date de naissance, un lieu de résidence, ou parfois rien qu'un nom. Ensuite, ils s'adressent à l'organisme d'indemnisation des victimes des persécutions nazies, Wiedergutmachungsamt, en espérant y trouver le dossier de la personne. La multiplication de ces pavés de la mémoire à Berlin ou ailleurs fait suite à un projet artistique qui a été lancé dans les années 90 par le berlinois Günter Demnig. L'artiste a eu l'idée que pour rendre visibles les crimes nazis, il suffisait d'incruster une pierre devant les immeubles qui avaient été habités par les familles juives. Sur ces pavés sont inscrits le nom de la personne déportée, sa date de naissance et de décès. Mais avant la pose du Stolperstein, une minutieuse enquête est nécessaire pour retrouver l'identité de la personne disparue. Et c'est ici que prend le travail de recherche des bénévoles tout leur sens, comme l'explique Renate sur le stand d'information que l'initiative Stolpersteine a dressé aujourd'hui sur la John F. Kennedy Platz, en face de la mairie du quartier de Schöneberg. La plupart du temps, des familles du monde entier font une demande d'autorisation pour poser un pavé de la mémoire. Ici, dans le quartier, il y a un bureau de coordination. La responsable de ce bureau nous demande si nous avons du temps, si nous sommes intéressés, pour prendre contact avec les familles. On essaie alors de mener des recherches grâce aux informations fournies par les familles des victimes. Renate s'intéresse depuis plus de 20 ans à ce sujet pour des raisons très personnelles. Et c'est dans son propre village qu'elle a commencé à s'engager dans l'initiative. J'ai grandi dans la maison de mes parents. Auparavant, elle appartenait à des juifs qui ont été assassinés.
Mon grand-père a pu acheter cette maison entre guillemets. Il en a profité. Il y avait plusieurs personnes dans le village qui voulaient cette maison. Pourtant, c'est une simple maison de paysans, elle n'a rien de spécial, mais à l'époque, nombreux étaient ceux qui la convoitaient. Et mon grand-père l'a eue car il avait 12 ou 13 enfants. On lui a donné la priorité. Cette histoire est horrible. J'ai appris par la suite que la famille qui vivait dans cette maison a encore vécu 3 ou 4 ans dans le village. C'est un village de 400 habitants où tout le monde se connaît. Ça veut dire que mes grands-parents habitaient dans cette maison alors que la famille, qui était propriétaire de cette maison, a dû déménager 2 ou 3 rues plus loin. Ils ont été logés dans la synagogue. C'est terrible. Mon grand-père est mort quand j'avais 4 ans. Je ne sais pas grand-chose, sauf ce que m'a raconté ma mère. Lorsque la maison a été vendue en 1938, ma mère avait à peine 10 ans. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais rien que le fait de savoir qu'ils ont tous été assassinés, je trouve ça glauque. C'est horrible. Moi, je suis partie du village très tôt pour étudier. À l'époque, je ne m'étais pas vraiment intéressée à ce sujet, mais j'ai repris contact avec des gens du village, notamment une personne qui avait constitué un groupe des pavés de la mémoire, les Stolpersteine, et qui s'intéressait à l'histoire juive du village. Lorsque cette personne m'a dit qu'il voulait poser un pavé dans notre village, j'ai tout de suite dit que j'étais de la partie. Il y a maintenant 3-4 pavés devant la maison de mes parents. Sur le même stand d'information se trouve aussi le retraité Grégor. Depuis le 2005, il effectue des recherches pour les familles qui souhaitent faire poser un Stolperstein en hommage à leurs proches déportés. Ils se sont particulièrement fiers d'aider les familles disséminées un peu partout sur le globe à se retrouver. Nous menons des recherches et nous contactons les membres de la famille dispersés aux 4 coins du monde. On a souvent constaté que nombre d'entre eux ne se connaissaient même pas. Et nous avons pour ainsi dire contribué à des regroupements de familles. Grégor se souvient notamment qu'une de ses recherches a abouti à réunir environ 210 membres d'une même famille. Un jour, j'ai reçu une demande qui venait d'Israël. On m'a demandé si je pouvais faire des recherches sur un arrière-arrière-grand-père et une arrière-arrière-grand-mère. On a recherché jusqu'à ce qu'on soit prêt pour poser un pavé de la mémoire. La pose d'un pavé est toujours accompagnée d'une cérémonie solennelle, ouverte au grand public. On y explique la signification des pavés de la mémoire. Il y a une lecture de la biographie de la personne avec un accompagnement musical. On avait invité toutes les branches de cette famille. Il y en avait 4, ils ne se connaissaient pas. Certains vivaient à Milan, d'autres à Buenos Aires ou à Tel Aviv. J'étais ravi d'avoir pu aider à réunir ces familles. Et encore plus depuis que mon contact en Israël m'a raconté que ces familles se voient désormais régulièrement. Au-delà de sa satisfaction personnelle, Grégor considère qu'il est important de transmettre cette mémoire. Je trouve que c'est très important car il n'y a presque plus de témoins. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une petite centaine et il y en a de moins en moins. Nous portons tous la même responsabilité. Je suis de la génération née après la guerre et je n'ai pas vécu personnellement l'époque nazie. Je ne la connais qu'à travers les récits des membres de ma famille. Notre génération a la responsabilité de transmettre ce savoir. On peut lire dans les livres d'histoire toutes les histoires sur les crimes commis par les nazis, mais il y a le risque que la jeune génération ne soit pas vraiment informée. Transmettre cette mémoire aux jeunes est aussi le moteur qui a poussé Carmen à rejoindre l'initiative. Elle pense à sa fille de 20 ans qui, grâce à cet engagement, a pu rentrer en contact avec une victime de l'Holocauste. Ma fille vient d'avoir 20 ans et elle a eu l'opportunité de connaître cet ami lorsqu'il était encore vivant. J'ai été très touchée d'avoir pu connaître cette famille. Nous portons la responsabilité de cette mémoire. Et c'est pour cela que j'ai voulu m'engager. Mais Carmen a un grand regret, avoir raté l'occasion de parler de cette époque avec sa mère, aujourd'hui décédée.
Ma mère est d'origine polonaise. Elle vient de Łódź. Elle a dû s'enfuir après la guerre car elle appartenait à la communauté allemande. On ne parlait pas beaucoup de cette époque, de ce qu'elle avait vécu ou vu. Je ne me rappelle que de ce qu'elle a raconté lorsqu'elle a traversé le ghetto juif, le ghetto de Łódź. Elle m'a raconté qu'elle est partie en train. Elle était encore une enfant, elle n'avait que 8 ans. Lorsque la guerre a pris fin, ça a éveillé ma curiosité. Je ne suis jamais allée en Pologne et pas à Łódź non plus. Mais maintenant, c'est sur la liste des choses que j'aimerais faire l'année prochaine. Malheureusement, ma mère ne peut plus me raconter. On ne parlait pas de ça. On mettait ça sous le tapis. Mais maintenant, on ne peut plus poser de questions car ils sont tous morts et ils ne peuvent plus donner d'informations. Je dois trouver des réponses autrement. C'est aussi contre cet oubli que la bénévole Elamira a voulu lutter lorsqu'elle s'est engagée dans l'initiative. Pour elle, pas question d'oublier la mort de 6 millions de personnes. Je voulais me mobiliser contre l'oubli et redonner une histoire aux personnes. On parle de 6 millions de morts, mais on a du mal à se représenter ce que cela signifie et combien de vies humaines ont été concernées. Mon objectif était d'aider à ce qu'on se souvienne. L'antisémitisme prend de l'ampleur, et c'est comme ça qu'on arrive un peu à le contenir. De cette façon, je fais quelque chose et je ne reste pas seulement là, les bras croisés. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie Amélie Beloratsky, Domiti Tassin, Louise Bonino et Olivier Huguen pour m'avoir prêté leur voix pour la réalisation de cet épisode.